focusé ce matin sur la situation que traversent les étudiants de cette université. Malgré l'abondance des produits sur les marchés et le prix abordable, la clientèle, elle, se fait rare. Motif dans ce journal. Mardi 7 février 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Je le disais en titre, l'ambiance dans les marchés est peu timide ces derniers jours. Une des conséquences de la morosité économique au Niger. Malgré l'abondance des produits sur les marchés et les prix abordables, la clientèle, elle, se fait rare. Le constat dans ce reportage signé Nafisa Hassan et Chebou Disso. La morosité économique se généralise au Niger. Dans les marchés, l'ambiance n'est pas au rendez-vous. Malgré l'abondance des produits, les clients se font rares. Ce qui crée du coup un énorme manque à gagner chez les vendeurs. On kuna dare kan sanda wa sintin kason habizai inganda talkai afo kullun tunin ce tunin kam wonigo boro ga hedu boro ga hedu boro on kun bagina din dogonandi kan norisi yamuno. Depuis le début de cette morosité, les commerçants et les citoyens ne font que se plaindre. Les produits sont abondants, mais les gens n'ont pas d'argent pour acheter. Il faut que les autorités nous viennent en aide, car nous ne faisons qu'errer dans les marchés. Cette situation est due également à l'importation de certains produits du Nigeria. Ça ne va pas du tout. Avant, on peut vendre jusqu'à 100 volailles par jour, alors qu'aujourd'hui, c'est à peine qu'on arrive à écouler 20. Et c'est là du fait que les clients importent des volailles venant du Nigeria. Des mesures idoines doivent être prises pour freiner cette concurrence. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Le constat qui se dégage est que les produits inondent les marchés. Seule fausse note, les consommateurs n'ont pas de quoi acheter. La situation devient de plus en plus difficile, disent-ils. Les Nigérians de l'extérieur suivent de près l'évolution de la situation socio-politique du Niger. C'est l'exemple de Madame Pionar Mariama, secrétaire générale chargée des affaires juridiques du bureau Lumana de la diaspora, qui se prépare pour organiser une rencontre amicale de la diaspora en avril prochain. D'abord, elle apporte des précisions sur les problèmes au sein de leur organisation. On l'écoute. Vous savez, la rumeur, c'est toujours la propagande en bourse. Donc, les gens disent ce qu'ils veulent. Bon, vous savez, parce qu'il y a des problèmes. Il y a des hauts et bas dans la vie. Et on fait avec. Pour vous, ce n'est pas un problème, c'est juste une tentative de stabiliser la diaspora de l'Europe. Exactement, exactement. Il y a toujours des gens pour calomnier. Mais bon, ça ne manque pas. Hein. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de problème. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de problème. Mais bon, il y a des hauts et bas dans la vie. Il y a pire ailleurs. Donc chaque fois quand on vit ensemble, il y a des petits problèmes. Comment vous essayez de gérer ce problème-là entre vous? On arrive toujours à trouver une solution. On le gère. L'essentiel, c'est de canaliser le problème. Mais on le gère à notre façon. Vous observez certainement ce qui se passe ici au Niger, notamment sur le plan politique. Et comment vous appréciez la situation politique, sociopolitique actuellement qui prévaut au Niger? Votre gouvernance, là, elle est décriée par tous. Sans compter aussi certaines personnes qui étaient à un moment à l'opposition ont trahi leurs convictions en quittant, en allant avec les gourus. Ils sont que voulaient payer tout. Que des calomnies, que des socialistes disent trahison, vol et corruption.
Ils vont enfermer nos prisonniers. Et ils ne disent même pas quoi le sort de nos prisonniers. On n'est même pas au courant dans quelles conditions ils sont. Vous voyez ça? C'est lamentable. Mais bon, vous savez, pour bien rien, vous êtes divisés. Donc eux, leur politique, c'est la division. Plusieurs de vos militants, les militants de votre formation politique sont actuellement en prison pour des raisons diverses. Et vous avez une pensée particulière à ces camarades qui sont en prison actuellement? On a une certaine pensée pour eux. On les aime. C'est des innocents. Ils n'ont rien fait. Actuellement, vous êtes active au niveau de la diaspora. Et comment, de loin, vous menez votre rôle d'opposant? En dénonçant les dérives du gouvernement Gouri. Ils peuvent pas le faire à notre manière, avec de bons outils de la démocratie. Parce qu'ils ont aboli la démocratie au Niger. Vous avez suivi récemment les deux sorties de la société civile, la marche pacifique du 21 décembre et celle d'avant-hier samedi. C'est un signal fort pour le régime en place de changer sa façon de dire. Bien sûr. C'est une bonne marche qui a bien réussi, c'est une bonne réussite. Dans les semaines à venir, vous organisez une rencontre amicale de l'Umana Diaspora mondiale à Genève, en Suisse, précisément le 15 avril prochain. Et pourquoi vous avez initié cette rencontre? C'est une rencontre amicale dans le sens de la des erreurs concernant notre forum d'Abidjan. Et d'un côté aussi, c'est pour renforcer nos liens de nous, les humanistes, du monde entier. Depuis votre lieu de résidence en Suisse, et quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de la classe politique en général au Niger et notamment à l'opposition? On en a assez de leur silence. Ils attendent quoi? Ce n'est que des prétextes. Ils n'ont qu'à se réunir vraiment. Le grand temps. Il n'y a plus rien au Niger presque. Un pays où il y a tout comme richesse, mais il n'y a rien. Il a déçu tout le monde. On avait de l'espoir avec, mais c'est un espoir déçu. Quel est votre mot de la fin? Une action concertée et dynamique pour libérer le Niger. À Niamey, le quartier Yantala est encore une fois de plus victime d'incendie. Ce sont 12 maisons que le feu a consumées cet après-midi dans le dit quartier. Heureusement, l'on ne déplore aucune perte en vie humaine. Cependant, côté matériel, tout est parti en fumée. Le point avec Adam Soumana et Sadou Doumi. 12 maisons habitées complètement ravagées et d'énormes dégâts matériels. Tel est le bilan d'un incendie qui s'est déclaré l'après-midi de ce mardi 7 février 2017 au quartier Yantala ancien. Le secours des voisins qui ont également usé d'autres astuces pour soustraire des personnes prises au piège dans des maisons en flammes a permis de limiter les dégâts causés par cet incendie dont l'origine reste encore un mystère. Il y a les enfants qui couraient et on disait que le feu a commencé. On ne sait même pas de quelle chambre ça a commencé. Seulement, l'affaire est dans la main de Dieu. Il y a eu plus de 12 chambres. Tout est incendié comme ça. Grâce au bon Dieu, il n'y a pas eu de perte humaine. On remercie le bon Dieu quand même. Face à cette situation, les sinistrés lancent ce cri de cœur. Ils n'ont qu'à nous aider, puisqu'on n'a rien. Même les manger qu'on a, c'est tout gaspillé. C'est tout gaspillé. Et ils nous aident. On n'a rien maintenant. Même les habits, il n'y a rien. Avis donc, bonne volonté pour une assistance à ces sinistrés dont tous les biens sont calcinés par le feu ravageur. Une mission qui incombe également au ministère de l'Action humanitaire. C'est un des titres de cette édition. L'Union des étudiants de l'Université Abdou Moumouni de Niamey a un nouveau bureau exécutif. Occasion pour le nouveau secrétaire général de l'ONU de donner ses impressions. Le compte-rendu de Asma Oussedou et Halidou Brema. L'Union des étudiants de l'Université Abdou Moumouni de Niamey a un nouveau bureau exécutif avec à sa tête Sita Diabri. Il a été élu lundi nuit à l'issue d'un vote. Les impressions du nouveau secrétaire général de l'UNUN. Les sentiments, c'est des sentiments de satisfaction. Tout de même, nous n'allons pas tomber déjà dans l'autosatisfaction parce que nous savons que c'est une grande responsabilité que la base nous a confiée. Par rapport à nos plans d'attaque, ce qu'il faut dire
Premièrement, nous allons nous battre pour créer une loi de programmation pour les universités de façon générale et pour notre université en particulier. Parce que nous avions fait une réflexion. Si les gouvernements qui se sont succédés s'exerçaient à pouvoir construire ne serait-ce qu'un bâtiment par an, un amphithéâtre par an, une bibliothèque par an, nous ne serons pas dans la situation où nous sommes, où les camarades, parce qu'ils n'ont pas là où dormir, ils sont obligés de passer les nuits dans les mosquées, ou bien au niveau des amphithéâtres, les camarades prennent cours sur les fenêtres et au niveau des portes. Nous estimons que si on arrive à avoir une loi de programmation où chaque année, un nombre précis d'infrastructures seront quand même construites sur les territoires universitaires, nous pensons que d'ici 2 ans, 3 ans, nous allons pouvoir pallier aux problèmes qui se posent à nous dans ces domaines-là. Un autre aspect, c'est le rehaussement, surtout du budget du CNU. Parce qu'aujourd'hui, la situation du restaurant, la situation des transports des bus, la situation de l'hébergement et l'hygiène au niveau du campus universitaire laisse à désirer. C'est pourquoi nous estimons que 2 milliards qui avaient consisté à servir moins de 20 000 étudiants hier ne pouvaient plus continuer à pouvoir satisfaire les besoins aujourd'hui sans cesse croissants des étudiants qui avoisinent les 20 000. C'est pourquoi nous disons que la ligne de bataille qu'il faut mener et sur laquelle nous comptons beaucoup, nous allons tout miser pour pouvoir faire en sorte que ça soit une réalité. C'est le rehaussement du budget du CNU pour prendre en compte véritablement les préoccupations, ne serait-ce qu'élémentaires de l'étudiant. L'un des chevals de bataille du nouveau bureau exécutif de l'UNUN, c'est l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Nous allons prendre ces problèmes à bras le corps pour dire aux politiques, les miettes qui nous tombent à chaque trimestre ou à la fin de l'année doivent nous revenir de droits. Ce sont des droits et un droit pour nous ne se négocie pas. Nous allons créer toutes les conditions pour que nos droits puissent être arrachés et puissent être respectés par les partenaires qui sont en face de nous. Parce que l'histoire et l'expérience ont démontré que tous les acquis que notre organisation a pu arracher, c'est à travers l'élite. Et par conséquent, nous allons, partir vers les partenaires sur la base du dialogue, pour qu'ils comprennent, ils prennent en compte nos revendications, nos souffrances que nous sommes en train de vivre ici à l'Université Abdou de Niamey. L'équipe de CITA a un an pour se battre en faveur de la défense des intérêts des étudiants de l'Université de Niamey. À l'occasion de la célébration de la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard de la mutilation génitale féminine, le CONIPRAT a organisé hier une conférence débat avec les étudiants de l'école pratique de santé médicale. Ariata Salah Nasser Seydou. Les mutilations génitales féminines sont une pratique nocive qui consiste à faire une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes d'une fille. C'est pour échanger sur cette problématique que le CONIPRAT a organisé, à l'occasion de la 14e édition de la Journée internationale de la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines, une conférence à débat avec les étudiants de l'école pratique de santé médicale pour les sensibiliser sur les effets néfastes de cette pratique. Pourquoi le choix a été porté sur vous? Parce que vous êtes jeunes, vous êtes des agents de la santé, vous êtes des acteurs potentiels pour vous investir dans la lutte contre les MJF. Parce que c'est une lutte qui dure déjà beaucoup d'années et je pense qu'il faut continuer parce que c'est un travail de longue haleine. Chaque 6 février, on commémore la journée tolérance zéro sur les MJF. Chaque 6 février. Donc c'est une occasion, c'est une tribune pour sensibiliser, pour faire le plaidoyer contre les mutilations génitales féminines qui affectent des millions de femmes et d'enfants dans le monde. Donc maintenant, ici à Niamey, on le fait, partout dans le monde on le fait, on le commémore et on demande aux communautés, au gouvernement, à toutes les communautés, par exemple les élèves, les églises, les mosquées, les universités, pour marquer cette journée et faire des actions contre les pratiques traditionnelles, notamment les NGF. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'atteindre en 2030 l'objectif zéro. En 2030, qu'il n'y ait plus d'excision dans le monde. Mais pourquoi pas avant? Si les actions sont positives, on peut atteindre tolérance zéro avant 2030. Les mutilations génitales féminines sont profondément ancrées dans les traditions de nombreux groupes ethniques et n'ont aucun bénéfice connu pour la santé. Parmi les complications les plus courantes figurent des hémorragies lors de l'opération, des infections urinaires, des règles douloureuses, des douleurs chroniques,
une diminution du plaisir sexuel et des problèmes durant l'accouchement. Situation difficile pour les travailleurs nigériens à la société de raffinage du pétrole Soraza. Ils l'ont fait savoir à la mission conjointe réseau des organisations pour la transparence budgétaire Rotab et les députés membres du réseau parlementaire pour l'industrie extractive en mission à Zender. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux depuis Zender. Depuis son installation en novembre 2011, la société de raffinage de Zender emploie des Nigériens à différents postes de travail. À ce jour, ils sont 412 Nigériens qui font tourner la raffinerie. Mais dans quelles conditions? Les gens pour refuser de monter sur le bus parce qu'aucun chauffeur ne veut conduire. Parce qu'on lui a dit qu'à tes risques et périls. Si ça se gâte, c'est à ta charge. Aucun chauffeur ne veut s'engager. Il a fallu qu'on intervienne. Quel problème? C'est un accident professionnel. Non, même nos maladies professionnelles, si quelqu'un est malade, on utilise ça comme un indicateur de performance. Ils affichent les maladies professionnelles. On est malade, hein? On part se soigner ou bien il y a un baptême. Chez toi, tu as droit à 2 jours selon la convention collective. Maintenant, ils utilisent ça comme un indicateur de performance. Mais le congé, en eux, vraiment, ils ne comptabilisent pas ça. Mais ils comptabilisent le congé de maternité. Donc une femme ne peut pas tomber enceinte, elle ne peut pas accoucher. Maintenant, même les acquis de 1972, dans la convention collective, nous sommes en train de perdre ça. C'est quoi? C'est juste les maladies. Là, si tu tombes malade, tu as le droit d'aller te consulter. On te le refuse. Ici, notre clinique n'est pas garnie. On n'a même pas de médecin de nuit. On n'a pas d'infirmier de nuit. Et quand un malade nigérien qui gagne est malade, on le laisse, on ne l'évacue même pas. Alors que si un Chinois est tombé malade, on dépêche. Moi, j'ai vu, on a dépêché une ambulance à la disposition du Chinois qui l'amène, on appelle un avion qui le prend à 3 heures du matin. Nous sommes laissés à nous-mêmes. Nous travaillons avec un désespoir et les gens ne font que déserter. Et au finish, vous allez revenir 10 ans après, ce sont des nouvelles têtes que vous allez te retrouver qui ne peuvent pas prendre la relève pour raffiner. Maintenant, nous sommes démotivés parce qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas un plan de carrière, il n'y a rien. Rien. Et la route est tellement dégradée. Le bus, on part avec des bus qui n'ont pas de phare, qui n'ont pas de frein. La nigéralisation des postes semble être comme l'horizon et à 5 ans d'existence, le statut du personnel n'est toujours pas en vigueur. Les travailleurs, depuis le recrutement, sont stagnés là où ils sont. Ils n'avancent pas. Donc c'est dans ce tort d'idée que le statut du personnel là est important pour effectivement que les travailleurs connaissent des promotions, puisqu'on ne peut pas faire un travail sans promotion. On ne peut pas faire un travail en stagnant. Effectivement, le personnel chinois coûte excessivement cher au niveau de Soraz. Pour un simple exemple, un seul Chinois qui travaille à Soraz doit se rendre en Chine une fois par trimestre. Vous imaginez, rien que les frais du billet d'avion, aller-retour en Chine, 3 fois par année, ça fait au moins des 10 millions. C'est une véritable arnaque qui se dessine au profit des Chinois, affirme-t-il. Un baril de brut coûte $45 en moyenne. Un baril de brut. Si on veut l'acheter, c'est la CNPC qui nous vend ça. Depuis Agadez. Nous achetons, elle vient ici au niveau du terminal. Et la CNPC a détaché les Chinois pour certifier ce brut. On peut vouloir acheter le brut alors qu'on nous envoie l'eau. Et on achète l'eau à la place du brut. Oui, ça se fait, vous pouvez visiter les tanks qui sont là-bas. Exigez cela que vous voulez visiter les tanks qui ont du brut, on ouvre s'il n'y a pas de l'eau dedans. Maintenant, pour ce qui est des réactifs et pour ce qui est du process qu'on utilise, c'est eux qui font leur commande. C'est eux qui font leur commande, c'est eux qui facturent ce qu'ils veulent. Donc c'est tout à fait normal qu'ils vont dire qu'il y a un déficit financier parce que l'argent est parti en Chine. C'est-à-dire que même l'eau que nous consommions, que nous-mêmes nous traitons, sur la traite, nous payons ça. Ça, je vous le dis. Et pire encore, quand ils passent le commande, c'est eux qui ont la majorité de commandes. Le refus de donner à nos dirigeants nigériens la commande sous prétexte qu'ils ne sont pas qualifiés ou un truc comme ça. Tout simplement parce que ce nation, l'eau va à la rivière. Une situation que déplore l'Eurotab quant aux élus nationaux, membres du réseau des industries extractives, promettent d'en discuter à l'Assemblée nationale au cours des prochaines sessions.
À Niamey, les commerçants du marché Bonkane, situé au 3e arrondissement communal de Niamey, ont rendu public cet après-midi une déclaration. Celle-ci est relative au bras de fer qui oppose le président du conseil de ville de Niamey au gérant du marché. Le résumé avec Adamou Soumana et Ibrahim Abdou. Créé en 2002 pour désengorger les marchés de centre-ville de Niamey, le marché Bonkane est placé sous gérance libre. Une gérance confiée il y a un peu plus de 5 ans au sieur Adamou Moshi, qui était resté auparavant délégué du marché pendant près d'une décennie. Un homme expérimenté donc, qui est aujourd'hui sommé de céder sa place, juste après 4 mois de renouvellement de son contrat de 5 ans. Je viens d'être victime d'un abus du pouvoir de la part du maire, président de ville de Niamey, qui a reçu l'ordre de son patron, le tout-puissant ministre d'État, ministre de Transport, Ladon Omar Hamidou Tchana, de résilier mon contrat à l'heure où je vous parle. La gérance de ce marché vient d'être attribuée à un certain Moustapha Daouda, qui n'est autre que le chef de cabinet sortant du ministre Ladon Tchana. Le président de ville m'a envoyé cette lettre sans tenir compte du contenu de l'article 11 et 12 dont il a visé, qui stipule, je vous le cite, en cas de manquement à l'une quelconque des obligations du présent contrat par la BRS ou le gérant, la partie qui aura à s'en plaindre avisera l'autre partie par écrit. Vu le caractère illégal de l'acte ainsi posé par le président du conseil de ville de Niamey, selon la victime, l'explication qui peut tenir: résilier mon contrat à cause de mes convictions politiques. Ce n'est pas un héritage. Je suis désolé. Alors ce qu'il y a entre nous, c'est bien politique. J'ai le droit de choisir où je veux. La politique est ainsi. Et je vous rappelle, monsieur Ladan, vous avez quitté Lumana avec le poste du ministre. Eh bien, pourquoi Lumana n'a pas récupéré son poste? Pourtant, c'est une nomination. Gageons que les deux parties se retrouvent autour d'une même table pour trouver un terrain d'entente afin d'éviter une autre crise sociale, car les commerçants et autres vendeurs du marché de Bonkane disent faire bloc derrière Adam Moshi comme étant leur gérant. 1,748 milliard de francs CFA sur le montant total injecté par le projet de gestion des catastrophes, des risques et de développement urbain dans la construction de 40 addictions d'eau potable solaire dans la région de Difa. C'est le village de Djolori qui en a servi de cadre pour la réception de ces ouvrages. Le compte rendu avec nos confrères depuis Difa. C'est le village de Djalori dans la commune de Guesquerou, département de Difa, que le projet de gestion des risques de catastrophes PGRC a choisi pour la réception de mini-addictions d'eau potable solaire dont les travaux ont été exécutés par l'entreprise CITEC. Cette cérémonie marque ainsi la finition et l'opérationnalité de 40 mini-addictions d'eau potable solaire construites par le PGRC au profit des populations de la région de Difa. Ces investissements, vont permettre, n'est-ce pas, de mettre, j'allais dire, une eau, non seulement une eau de qualité, n'est-ce pas, à la disposition des populations que vous voyez, mais surtout en quantité suffisante. Donc, c'est le but de cette cérémonie aujourd'hui, n'est-ce pas. Là, je vais remettre officiellement les clés de la mini-addiction d'eau potable de Djalori, n'est-ce pas, à monsieur le gouverneur. Comme je l'ai dit, il s'agit de la réalisation de 40 ouvrages répartis dans la région de Difa. Pour un coût global de 1,748 milliard, ces 40 mini-AEP solaires entrent dans le cadre des actions d'urgence du PGRC pour améliorer la résilience des communautés. Ainsi, ces réalisations soulageront les autorités et les populations pour ce qui est de la recherche d'eau de consommation. Ce village était confronté à un problème d'eau. Nous avons fait des sollicitations au niveau de
la hiérarchie. Et aujourd'hui, vraiment, je pense que les populations elles sont très contentes. Et ça va nous soulager beaucoup parce que depuis des mois, nous faisons ce qu'on appelle le trinquet wada. Donc on prenait l'eau pour amener. Donc aujourd'hui qu'on a des châteaux, 40 minutes à payer, vraiment c'est une très bonne chose pour la région. Une AEP solaire en 2 mois et un travail de qualité ont reconnu les autorités et le PGRC, ce qui a valu à l'entreprise CITEC un témoignage de satisfaction. Mettre en place 40 minutes AEP en 2 mois, vraiment c'est un exploit. Et au vu de tout ce que je viens de dire, au nom de la population de la région du FA, nous vous décernons un témoignage officiel de satisfaction. Très touché par la distinction, le représentant de l'entreprise CITEC a remercié les autorités régionales pour leur effort dans la réussite des travaux. Nous sommes aujourd'hui honorés d'avoir cette distinction en tant qu'entreprise jeune. Et nous félicitons aussi les autorités de nous avoir permis de travailler dans une zone d'insécurité avec tous les moyens qu'ils ont mis en œuvre. Aujourd'hui, nous voilà à la fin de ces travaux. Merci aussi nos équipes qui ont travaillé jour et nuit pour pouvoir faire de ça une réalité, malgré cette situation d'insécurité. A précisé que le gouverneur Mamadou Lawali Dandano a exhorté les populations bénéficiaires à un bon usage des infrastructures ainsi mises à leur disposition. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.